des années 80 jusqu'à récemment. C'est-à-dire à savoir ce qu'on connaît comme l'attention conjointe. Je vous dirai ça ensuite un mot là-dessus. Et là, il y a un propos intéressant par rapport à la question de la rivalité. Disons que le point critique révélé par ces recherches, donc chez l'enfant, et les recherches psychanalytiques aussi, est que la jalousie représente non pas une rivalité vitale, mais une identification mentale. Alors, évidemment... la rivalité, là. Exactement. Alors, il dit... Pourquoi je dis la contradiction lacano-augustinienne? Parce que vous savez très bien que le lacanien de service, tout de suite, vous sort... oui, Saint-Augustin, il nous a déjà appris que dans les confessions, la jalousie face aux frères, etc. Il faudra délai, et voilà, justement. Et donc, je ne vous dis pas Saint-Augustin, vous le lisez vous-même. Et donc, il dit, c'est ça l'acte humain de la rivalité, alors que tout de suite après, ce que va faire Lacan, c'est de dire que, par l'idée de la jalousie, et pour dire que la jalousie comme telle n'est pas d'ordre vital, n'est-ce pas? Et il dit de manière quand même assez amusée, quoi, c'est que on limite d'âge par rapport à la jalousie, à la rivalité, il faut une limite d'âge qui ne peut pas dépasser l'écart d'âge entre deux sujets. Cette limite d'âge se restreint à 2 mois et demi, dit Lacan, pour qu'il y ait cette jalousie, cette rivalité. Précision quand même étonnante, quoi. C'est ni 2 mois ni 3 mois. Pour qu'il y ait une rivalité entre deux sujets, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 mois et demi de différence d'âge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a 2 choses. Mais quelle précision, n'est-ce pas? Il y a 2 choses. D'abord, première chose, c'est qu'elle contradit l'observation augustinienne que Lacan venait de citer à l'instant. Pourquoi? Parce que si le bébé est jaloux par rapport à son frère d'aîné, il faut au minimum qu'il y ait 9 mois de différence, même si la mère a tiré un coup tout de suite après la naissance. Et même si c'est un prématuré, il faut 7 mois de différence pour un prématuré. Alors que là, premier point. Et deuxièmement, 2 mois et demi, c'est important. Pourquoi? Parce que ça renvoie directement à Vallon, évidemment. Donc, page 65 de mon livre, on peut lire la chose suivante. Là, c'est Vallon, pas Lacan. L'opposition à ces nuances et ces degrés, elle peut se traduire en despotisme ou en rivalité. Selon Madame Bühler, donc Charlotte Bühler, la femme de Bühler, n'est-ce pas? La rivalité ne se manifeste jamais entre 2 enfants dont la différence d'âge dépasse 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'elle a pour limite jamais atteint les tiers d'une année. Donc on voit comment, là, Lacan c'est de copier-coller par rapport à Vallon, c'est textuellement ce qu'a dit Vallon, et alors que Vallon n'est pas cité comme tel, c'est une première référence. Donc, et la deuxième référence qui est intéressante, c'est que tout de suite après, Lacan parle des difficultés entre 2 enfants quand la différence d'âge est plus importante, où Lacan parle de l'importance de la parade, de la séduction et du despotisme, et c'est aussi copier-coller de ce que dit Vallon. Pour le despotisme, au contraire, dans plus de la moitié des cas, l'écart dépassait les 3 mois. C'est pour dire sur quel point Lacan suit exactement. Donc, il faut différencier ces 2 aspects-là. D'une part, ces aspects des communions, des communications entre 2 êtres qui sont très proches dans l'âge, avec lesquels il y a rivalité, pas plus de 2 mois et demi de différence. Et d'autre part, au contraire, c'est soit des dédoublements par rapport à l'autre, despotisme et séduction, quand il y a 3 mois ou plus de différence d'âge. Donc l'assertion augustinienne contredit les propos de Lacan et de l'expérience. Tout ça pour dire que comment Lacan peut suivre Vallon sans le nommer. Mais pour finir, c'est la partie qui m'intéresse le plus, je compte finir là-dessus, mais on peut discuter, c'est, on dirait, Henri Vallon au-delà des complets familiaux. Reprenons donc les stades du miroir. La question n'est pas seulement de dire que, effectivement, Lacan suit Vallon, mais c'est sur un point très précis,
pourquoi il ne suit pas Vallon. Oui. Exactement. Et les points fondamentaux sur lesquels il ne suit pas Vallon, c'est une référence de Lacan qui a toute sa pertinence aujourd'hui, à savoir ce qu'il ajoute par la suite dans les années 60 notamment, mais qui commence en réalité plus tôt, c'est la question du fameux retournement de l'enfant face à la glace. Autrement dit, si l'enfant, et toute la découverte, c'était ça, le stade de miroir, c'est que l'enfant se reconnaît à la glace et il y a une jubilation, vous avez un psychotique là, ou un autiste. Toute la question, c'est qu'à un moment donné, il décolle de la glace. Toute la question, c'est qu'à un moment donné, il se retourne vers celui qui est derrière la glace. Et c'est pour cela que c'est un point fondamental évoqué par Vallon à plusieurs reprises, il insiste beaucoup, et cela ne tient qu'un geste. Je cite donc Vallon. L'enfant de Darwin, parce que ça vient depuis Darwin. Darwin, c'est le premier à avoir décrit la question. L'enfant de Darwin sourit à son image et à celle de son père qu'il aperçoit dans la glace. De son père. Son père. Mais il se retourne surpris quand il entend parler derrière son dos. Il n'avait donc pas encore fait coïncider dans le temps, dans l'espace, l'aspect réfléchi par le miroir et la présence réelle de son père, c'est-à-dire des images. C'est sensiblement à la même époque que les différents observateurs notent pour la première fois chez l'enfant ce geste de se retourner vers la personne dont il perçoit l'image dans la glace. 24 semaines pour prière, donc l'allemand, 5 mois, 17 jours pour Guillaume, donc l'imitation chez l'enfant, Guillaume, et quelle qu'en soit l'occasion initiale, il s'est produit à son heure. Donc l'idée, c'est qu'à un moment précis, il faut que l'enfant décolle de la glace et qu'il puisse aller voir, je dirais, ailleurs de la glace, donc dans quelque chose qui va être une espèce de médiation. Cela est important, pourquoi? Parce que, vous savez tout ce qu'on peut dire dans psychanalyse et autisme, on détecte le psychanalyste par rapport à l'autisme, bon, à juste titre dans beaucoup par rapport à pas mal de questions, sauf qu'il y a un point fondamental, je suis désolé de faire le prosélytisme lacanien, au même temps je suis content de le faire, c'est que le premier à avoir décrit l'attention conjointe, c'est probablement Darwin, repris par Vallon, et le premier qui a mis l'accent sur l'attention conjointe, je pense, chez l'autiste, c'est Lacan. C'est quoi l'attention conjointe? L'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est la capacité qu'on a de partager avec une autre l'intérêt pour un objet, une personne, une situation. Autrement dit, c'est la possibilité qui est un tiers, quoi. Et sinon, il n'y a pas de tiers. C'est vous et l'objet en tant que tel. C'est le problème même de la difficulté de l'enfant autiste, c'est que c'est lui et les objets auxquels il est attaché. Un enfant autiste peut même pointer, mais à aucun moment on va communiquer avec vous pour le pointage, n'est-ce pas, ce qu'on appelle pointage proto-déclaratif. Lui, il ne fait pas, il fait uniquement le pointage proto-impératif, c'est-à-dire il veut un truc, mais à aucun moment il passe par l'autre pour y accéder. C'est Lacan tout caché, si vous voulez, hein. C'est Lacan 100%. Donc, si vous voulez, dans les années 70, donc un tel Skyfe et Brunner, c'est Jérôme Brunner qui avait publié beaucoup de choses sur l'enfant, il publie un texte, rien de moins que dans Nature, donc la revue Nature, très hyper scientifique, où il dit l'importance de l'incorporation du langage de l'enfant et de l'autre en tant que tel, c'est qu'il y ait cette possibilité de partager avec un autre l'intérêt pour quelque chose d'autre. Alors ça, c'est Lacan qui attire l'attention sur la question de l'enfant pathologique, on va dire, le premier. Pourquoi? Parce que c'est précisément dans les années 50, en 53, début 54, dans le premier séminaire que l'on connaît, donc le circuit technique de Freud, où il y a une des participantes qui présente le fameux cadique. Lu, relu comme étant psychose infantile. Que dalle, c'est un autisme pur et dur, c'est pas une psychose infantile, ça n'a rien à voir. Et c'est là où Lacan... C'est le cas de Mélanie Klein. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que dans le cas de Mélanie Klein, décrit à 1930, donc 13 et 14 ans avant que Asperger et Kanner en parlent, elle décrit pour la première fois un cas d'autisme. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marie-Cécile Gélinier, qui participe, c'est une jeune femme à l'époque, qui participe au séminaire de Lacan et qui est censée présenter le cadique. Elle présente le cadique
Et il y a toute une discussion avec Lacan. C'est une discussion qui n'a pas été publiée dans le séminaire. Ah bon? Non. Et que j'ai publié dans mon livre sur l'autisme, vous pouvez le lire, parce que j'ai demandé la permission aux ayants droit de Cécile Géligné. Devenue Ortigue, qui était parlementaire, épousée Edmond Ortigue, donc, qui était un homme politique, enfin, connu, et philosophe. Et donc, ce qui est important, donc, c'est que Lacan était très emballé pour montrer comment Dick, c'est un cas dans lequel il y a quelque chose de la dialectique qui ne se passe pas très bien, et que Mélanie Klein, avec sa brutalité, intervient pour forcer les choses, alors qu'en fait, Lacan est convaincu que c'est Mélanie Klein qui introduit le signifiant train, et donc c'est comme ça qu'elle force les choses avec sa brutalité habituelle, mais quand même, ça enclenche une cure chez l'enfant, alors que... C'est son fils, Dick? Non, c'est pas son fils. C'est pas le fils de Mélanie Klein. Non, c'est le fils d'un ami, d'un couple d'amis. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est absolument pas Mélanie Klein qui a inventé et qui a introduit le mot train, c'est que l'enfant était non-verbal, ne disait pratiquement rien, sauf le mot train et station. Tout qui avait le comportement et l'intérêt restreint et spécifique par rapport au train. Et donc, ce qui est dit clairement dans le texte de Mélanie Klein, c'est que l'enfant ne s'intéressait à rien sauf au train. Lacan dit absolument pas, c'est elle qui a inventé les mots, qui a introduit les mots train. C'est Lignano, absolument pas. Lisez, c'est elle qui dit que c'est l'enfant qui connaissait les mots train, et c'est pour cela qu'elle introduit les mots train et station et tout ça. Et voilà, il y a toute une discussion là-dessus. Et comme Lacan est complètement rectifié par la jeune femme qui est là, le grand Lacan rectifié par... Il n'a pas dû aimer. Effectivement. Ouais, et comme c'est Lacan quand même, et la séance suivante, 24 février 1954, il accouche du schéma optique. Et le schéma optique, c'est rien de moins que le schéma de l'attention conjointe, mais 50 ans avant, quoi. C'est assez génial quand même. Parce que le schéma optique, c'est l'idée selon laquelle il y a un œil, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a un miroir concave derrière, mais le miroir concave, c'est l'autre, sur le regard de l'autre. Et comme ma vision coïncide avec le regard de l'autre sur un objet, c'est comme ça que je peux en comparer le monde, y compris mon corps propre, quoi. Mais il y a un miroir plan aussi là-dedans. Oui, bien sûr, mais les miroirs plans, pardon, désolé, c'est le monde tel que nous le voyons, c'est pas ça la question. Comment est-ce que je peux voir que la réalité est la réalité? Qu'est-ce que dit Lacan par rapport à Dick? Le problème de Dick, c'est qu'il est face à la réalité nue, telle qu'il est. Alors que la réalité telle qu'elle est, c'est impossible. Ça, c'est une table parce que l'autre dit que c'est une table. Parce que si je n'ai pas cette cognition sociale, comme disent les cognitivistes maintenant, que ça c'est une table avec une fonctionnalité de table, pour moi c'est une texture, qu'en tant qu'autiste je peux caresser par exemple. Je caresse la table, mais ce n'est pas une table. Donc cette gestalt de l'autre, y compris du corps propre, c'est quelque chose qui est introduit par Lacan dans le schéma optique. Et toutes les recherches qui ont été faites par la suite, après Skyff et Brunner en 1970, notamment par Baron Cohen et toute la question de la théorie de l'esprit, viennent de cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut que ce que je vois soit aussi ce que l'autre voit, que l'autre puisse entériner ce que je vois, c'est-à-dire que le monde, je puisse l'incorporer et le vivre comme tel grâce au regard de l'autre, c'est-à-dire l'autre pour médiation. Bon, c'est pour dire, voilà la partie géniale, et ce qui est intéressant, donc je finis là-dessus. L'autre, là, ici, chez Lacan, c'est l'autre semblable ou c'est... Non, c'est l'autre comme tiers, justement. C'est la première fois on peut dire l'autre avec majuscule. Avec un A majuscule. Moi, je pense, parce que c'est l'autre en tant que tiers. Et pourquoi? Le schéma, c'est le suivant. Là, il n'y a pas de tableau, mais je vous le dis facilement. Il y a les cieux de l'adulte, les cieux de l'enfant et les mondes. Ce que disent les cognitivistes, c'est que l'enfant n'a pas un rapport direct au monde, qu'il doit passer par le regard de l'autre pour que la table est son table. D'accord, merci, mais on n'a pas besoin de cognitivistes pour savoir ça, parce que Lacan dit que c'est là, n'est-ce pas, la route de la médiation, du désir de l'autre, etc. Donc, voilà, si je vous cite Lacan, Pardon, mais le bouquet de fleurs là-dedans. C'est le corps propre, et c'est la table, si vous voulez. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que le problème de schéma cognitiviste, c'est que, ok, moi je suis le bébé, je regarde l'autre qui est là, et à partir de l'autre, je vois le monde. Ça, c'est une table, une lumière, etc. Mais en fait, le problème c'est que
on oublie que le corps de l'enfant, il est où dans tout cela? C'est que le corps lui-même fait partie de ce monde que je vois. Et c'est pour ça que, à un moment donné, le corps comme tel fait partie, je dirais, de la table et des fonctions socialisées, on va dire. Je reviens. Le corps, le bouquet de fleurs dans ce schéma, Hum. on le voit qu'en image. Lui-même, on ne le voit jamais. Il faut qu'il en passe par le miroir. Exactement, il faut qu'il soit plat. Donc l'objet Ça veut dire- réel n'existe pas. Vous savez, mais évidemment que non. C'est-à-dire que le monde est irréel. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit réel. Parce que si le monde n'est pas si réel, mais je ne fais pas là du lacanien qui fait tout. Non, non, concrètement, ça, pour que ce soit une table, il faut que ce soit socialement une table. Psychologiquement, signifiant une table. Sinon, je n'ai pas un accès direct à cela. Le seul accès direct, c'est un matériel, là. Je pourrais me passer complètement de la table, ne pas utiliser une table. Vous essayez avec vos enfants, petits-enfants, avec qui vous voulez, vous faites n'importe quel geste de vous asseoir à table, et les bébés, ils disent, moi, va vouloir s'asseoir à table, il n'a aucune idée de ce qu'il attend de faire, mais il fait comme l'autre. Tellement il est capté de la fonctionnalité, socialisation, etc. On appelle ça la cognition sociale. Non, la gagnante, évidemment. Et donc, dans ces regards-là, entre le bébé et l'adulte par rapport au monde, voilà ce que dit Lacan, page 70. Ce qui se manipule dans le triomphe de l'assomption de l'image du corps au miroir, donc le rappelant, c'est cet objet, oubliez que c'est un objet, le plus évanouissant